Le fait que j'ai commencé à faire des choses à LCI était presque le résultat d'un accident. Bonjour Cédric. Salut. Alors Cédric Ingrand, journaliste LCI, connu et reconnu dans notre écosystème comme étant... Ça c'est que le mec qui est connu dans son pâté de maison. C'est ça, mais c'est un grand pâté de maison maintenant quelque part. C'est vrai que c'est un grand pâté de maison. C'est un grand pâté de Le maison. quartier s'est agrandi et est devenu plus chic. Exactement. Tu es un peu le monsieur nouvelle techno chez LCI, est-ce qu'on peut te résumer comme ça? Oui. Ouais. C'est mon seul job, mais je le fais pas mal. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste aujourd'hui ton job chez LCI, et puis après on prend la DeLorean et on repart un peu en arrière. D'accord. Ça a beaucoup changé parce que ça fait maintenant, c'est terrible à dire, ça fait 17 ans que j'y suis. On a fait pas mal de choses différentes. J'ai commencé par faire une quotidienne qui s'appelait Le Journal du Web. Et puis on a commencé Plein Écran, qui était donc ce magazine de reportages et d'interviews. Et puis on a fait de la radio quand on a fait LCI Radio. Aujourd'hui, je fais du digital. Il y a deux choses que tu peux demander à un employeur. C'est d'abord un peu de variété, c'est de changer quand tu as envie de changer, et puis d'avoir de la liberté dans ce que tu fais. Et là, j'ai une chance immense. C'est que je suis sur un sujet où on n'est pas comme, tu vois, une demi-douzaine à la politique ou à l'économie ou à l'étranger, etc. On est très peu à traiter cette matière-là. Du coup, ça donne pas mal de liberté. Tu nous racontes rapidement les premiers pas de Cédric Ingrand. Les vrais premiers pas. Ah, les vrais premiers pas comme... Les vrais premiers pas, pas de journaliste, non, les vrais premiers pas de Cédric Ingrand. Où est-ce que tu habites je suis né à une porte de Paris et j'habite à une autre porte de Paris. D'accord, grand voyageur. Voilà. J'ai fait des études qui se sont très très bien passées jusqu'à la fin du primaire. Et après, le secondaire a été beaucoup plus compliqué. Parce que j'avais plus de passion que d'envie de bosser. J'ai quand même fait des études de droit que j'ai pas fini, mais ça c'est à cause du journalisme. Et ben justement. Oui, ben voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que un jour tu te dis je vais être journaliste? Déjà à quel âge la première fois tu penses journaliste? À quel âge? Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est plus grand? C'est intéressant parce que j'ai un fils qui a 5 ans et qui, hier, m'a poursuivi sur le palier chez nous pour dire « Papa, j'ai un truc à te dire. Oui, très bien. Quand je serai grand, je serai policier. » Ok, super. Moi, je me souviens pas avoir eu cette vocation. Alors peut-être que quand j'avais 3 ans, je voulais être vétérinaire et 5 ans, je voulais être flic ou pompier, mais en revanche, je me souviens pas avoir eu une autre vocation que celle de journaliste. D'accord. J'ai un papa médecin, pourtant j'ai jamais eu envie d'être médecin. Maman est prof, j'ai jamais eu envie d'être prof. J'ai jamais eu envie de... peut-être avocat. Ah ouais. Ouais, parce que je savais, je parlais quoi, donc ça paraissait un truc naturel. Du coup, j'ai même fait du droit, donc finalement ça aurait pu... Tu étais délégué de classe? Non, j'étais trop mauvais pour être délégué de classe. Tu étais trop amené à défendre ton propre dossier. Oui, c'est ça. Non, tout à coup, ce serait devenu un truc ad hominem, ce serait absolument insupportable. Mais c'est-à-dire que vers la fin de l'adolescence, d'abord, il s'est passé un truc, c'est que je suis assez vieux pour avoir connu les radios libres. C'est-à-dire les premières radios, l'émergence d'énergie, etc. Et du coup, à 13 ans, je faisais de la radio pirate. Et c'était super. Donc j'en ai conçu une espèce d'amour du micro. Et je me souviens à cette époque-là, quand j'avais 15, 16, 17 ans, avant de rentrer à la fac, quand je passais devant la maison de la radio sur le bord de la Seine, j'avais un petit regard, tu vois, du genre « One day, you will be mine ». Et donc voilà, mon fantasme dans la vie, c'était de faire du journalisme et de la radio, parce que j'adorais la radio. Et à l'époque, c'était quand même compliqué, on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me souviens d'une bidouille pour arriver à voir les dépêches AFP sur le Minitel, enfin des trucs comme ça. Et je me souviens surtout en 87, quand la naissance de France Info. Je me souviens que je l'ai écouté comme normalement on n'écoute pas une radio d'info. Une radio d'info, tu t'en écoutes un quart d'heure et puis tu passes à autre chose. Non, moi je l'écoutais toute la journée. Je me réveillais, je l'allumais, je le fermais quand j'allais me coucher. Donc il y avait quand même un virus de l'info derrière ça. En parallèle, j'avais un goût prononcé pour les trucs qui se branchent sur le courant, en gros, quoi. D'accord. Donc j'avais bidouillé pas mal de choses et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert, tu vois, on était au début de la révolution de l'informatique domestique, des parents qui m'ont offert un TRS-80 modèle 3
avec 16 kilooctets de mémoire, un truc qui se programme en basique, qui m'a beaucoup amusé, mais j'avais 9 ans quand je l'ai eu, donc ça a déterminé pas mal de choses. Et puis j'ai eu un premier vrai ordinateur, en gros quand je suis rentré à la fac, et là ça a déclenché d'autres trucs, parce que tout à coup, tu pouvais acheter un modem et te connecter au reste du monde. On est au tout début des années 90, quoi. Ouais. Donc on n'est pas encore, il n'y a pas encore d'internet grand public, il n'y a pas encore de web, il y a à la rigueur un peu de mail, hein, mais donc la vocation de journaliste, elle est pas par défaut, mais disons que j'en ai jamais eu aucune autre. À quel moment tu as senti que les éléments convergent? Enfin, tu vois, on peut avoir X passion et à aucun moment ça s'aligne. Toi, tu as vu les planètes s'aligner, tu t'es engouffré là-dedans, ou est-ce que tu as forcé un peu le destin en disant tiens, pourquoi pas finalement, voilà, il y a peut-être des modèles à l'international, des choses que tu as découvertes. Il y a plein de choses, mais bon, d'abord, il faut toujours croire à la chance, hein. Oui. Tous les gens qui disent j'ai fait ça et donc ça a fait ça et c'est comme ça que j'ai réussi, c'est vrai, ils oublient que probablement le moment était le bon, ou ils étaient au bon endroit au bon moment, bref. Là c'est pareil, je me suis mis à faire des piges alors que j'étais étudiant dans des magazines d'informatique à l'époque. Et puis au bout d'un moment de Garlas, ils ont fini par m'embaucher, et voilà, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Moi à l'époque, je me souviens, en 90-11, j'avais l'un des premiers numéros de Wired, j'étais aux États-Unis, et je lisais, t'imagines, on était avant l'internet grand public, et Wired te décrivait le monde de demain avec en plus des papiers super, sur un beau papier, avec des jolies couleurs, enfin tout ça. Et moi, ça me faisait rêver. Donc l'éditeur de magazine informatique chez qui je travaillais, un jour, je suis allé le voir en disant on va faire un super magazine, ça va super marcher. Ça ressemblera un peu à Wired, mais je sais bien que ici, ça accrocherait pas tellement en termes de vente. Donc on va faire un panaché entre Wired, actuel, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une magazine de reportage un peu hipster, quoi. Et puis l'écho des savanes, parce que on peut mettre un peu de BD rigolote, enfin voilà. Et ce patron de presse, que j'aime beaucoup, mais qui était fou, enfin je veux dire pathologique, voilà, un gars, enfin, de toute façon, pour être patron de presse, il faut quand même être un peu enfermé, parce que c'est un business où les bonnes années, tu fais 2% de marge, et les mauvaises, tu fais 40% de perte. Donc c'est pire qu'une start-up, c'est pire que tout. Et, mais il a été passionné par le truc. Il m'a dit, ouais, c'est génial, fais voir, ça ressemblerait à quoi, etc. On est le 1er août, écoute, je t'embauche, on le fait. Ah bon, très bien. Fais voir ton sommaire de numéro 0. C'est quoi ça? Bah ça, c'est l'idée d'un reportage photo sur DEF CON, la conférence des hackers à Las Vegas. Ah, c'est super, faut le faire. C'est quand? Bah c'est dans 3 jours, mais enfin, voilà, donc ce sera pour l'année prochaine. Non, tu prends les billets, t'y vas. Donc le surlendemain, j'étais à Los Angeles, en train de me perdre. Et ça fait des beaux souvenirs, donc je suis allé faire ça, et je suis revenu super content, parce que je me dis, putain, c'est chouette, j'ai 25 ans, et je vais faire ce qui est presque mon rêve de magazine. Et là, j'ai retrouvé le même patron de presse qui me dit, alors, pendant que t'étais pas là, on a vu les gens du marketing, mon directeur financier et tout, ils m'ont dit, c'est un super projet, mais vous allez couler la boîte, hein, parce que de toute façon, vous allez en vendre 20 000, et ça va vous coûter 3 fois plus cher que des trucs que vous vendez à 140 000 exemplaires. Donc ça s'est jamais fait, mais il a été sympa, il m'a gardé, et c'est comme ça que j'ai fait de la vraie presse, et que ça m'a amené à la télé après. Presse écrite d'abord, donc. Ouais. Ce qui est pas mal, parce qu'apprendre à écrire pour de vrai, quand tu l'as pas fait dans une école de journalisme, c'est important. Mais il y a une dimension de chance qui est forcément énorme. Le fait que j'ai commencé à faire des choses à LCI était presque le résultat d'un accident. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup, j'étais là dans le couloir, on m'a dit tiens, occupe-toi de ça. Voilà, j'ai dit ouais, super. Et 3 semaines après, on m'a dit bah tiens, tu vas aller parler de ça devant la caméra, comme ça, ce sera D'accord, chouette. mais il y a quand même une crédibilité acquise. Sur les années précédentes, sur ces sujets, sur ton métier de ouais, non, bien sûr, non, pas... je connaissais mon sujet, ça c'était pas le problème. Par contre, t'étais pas rompu à l'exercice de la caméra à ce moment-là. Non, et d'ailleurs, dans tout ce vers quoi je me projetais, il n'y avait pas à être face à la caméra. Ouais. Je m'imaginais plutôt derrière, plutôt à faire le Red Chef ou à lancer des choses, etc. Donc, on choisit pas. Donc là, tu fais quelques années. On fait. J'étais rédac-chef adjoint, ouais, à couvrir l'actualité, les reportages, ce genre de choses. Et ça a duré 3-4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, avant que je parte, parce qu'il y avait un peu de lassitude. J'ai travaillé pour des choses qu'on commence à connaître, parce que là, ça y est, on rentre dans le début de la vraie révolution Internet, c'est-à-dire ZDNet. Je ne sais plus si j'ai signé au Journal du Net. Je fais des papiers en anglais pour The Register, etc. Et j'étais ravi, tout à fait indépendant. Je faisais mes reportages, c'était super. Et du jour au lendemain, le 14 septembre 2000, il y a des dates comme ça qui te restent dans la tête. J'ai eu un coup de fil du patron de LCI, Jean-Claude Dacier, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais demain ?»
faut imaginer un Jean-Claude Dacier, si tu vois pas qui c'est, tu penses Lino Ventura, qui me dit salut, qu'est-ce que tu fais demain? Je lui dis je sais pas, tu veux qu'on se voit? Je sais pas si on aura le temps de se voir, il y a le journal du web, faut le reprendre à partir de demain. Oui, je peux réfléchir. Et ouais, tu peux me rappeler dans 1 heure. Ah bah d'accord. Donc le lendemain, j'étais là. Et sans jamais avoir fait de télé, t'avais juste ton... Si, j'avais déjà fait des chroniques et j'avais des choses comme ça. Enfin, j'étais pas paniqué par le... Mais tout à coup, c'était mon truc, quoi. Et mais c'est pas mal finalement de pas avoir beaucoup d'élan, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, t'as appris à nager une fois dans l'eau, quoi. Exactement. Alors, donc là, tu rentres chez LCI. Tu as expliqué au tout départ un petit peu ton cheminement dans la maison, mais donc tu as parlé du journal du web. C'est une quotidienne, en plateau, tous les jours, sur Que se passe-t-il sur Internet. Alors c'est merveilleux parce que se passe-t-il sur Internet, c'est eau et gaz à tous les étages. Tu peux parler de tout et de n'importe quoi. Tu peux parler de sujets purement technologiques, mais tu peux aussi parler de regarder, on a trouvé le nouveau clip censuré de Madonna. Enfin, tu vois, donc c'était très ouvert. Sinon que la matière, à la base, n'était pas une matière très télévisuelle. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre un peu de temps avant qu'il y ait de la belle vidéo sur Internet, avant qu'il y ait des contenus animés. Moi, je me souviens de débuts où on avait une caméra sur un pied, on essayait de faire des plans un peu décadrés, on filmait un écran. On était les premiers à avoir eu un écran LCD, pour un moniteur LCD, parce que sinon, si tu prenais un moniteur cathodique, ça faisait de la rémanence, c'était moche. Mais c'était une matière rébarbative pour les gens de télé. Donc il fallait arriver à en faire quelque chose de visuellement intéressant. C'était un chouette exercice. Et alors du coup, après tu bascules sur plein écran. Ouais. Plein écran, c'est l'enfant naturel de l'évolution naturelle du journal du web? Pas vraiment, parce que le journal du web, c'était 2 minutes, 2-3 minutes. Ah oui, ok. Plein écran, le format a changé avec les années, mais on est passé d'1/4 d'heure à 1/2 heure, à tout ça. Et on est resté, je crois, pendant 8 ans sur un format qui était uniquement du reportage. On tournait pas de plateau en intérieur, mais on allait là où les choses se passaient. On allait au Partech Shaker voir des startups, on allait voir les incubateurs, on allait évidemment faire tous les événements à l'étranger, avec des années plus et des années moins. Je crois qu'il y a un record, d'ordinaire, tu fais 42 émissions par an. Je crois que c'est en 2010 ou en 2011, sur 42, on en a fait 35 à l'étranger. Donc... là, tu as vraiment tamponné ton passeport. Là. Oui, j'ai dû en changer. Et c'était chouette parce qu'on était, pour ainsi dire, les seuls. Moi, j'ai longtemps été étonné. Longtemps, je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible. Ne serait-ce que les autres chaînes d'infos, à un moment, il va y avoir une vraie chouette émission. Ils vont comprendre qu'il y a une matière télévisuelle, ça intéresse les gens. Même commercialement, ça doit intéresser des annonceurs. Enfin, on va pas rester seul longtemps. On est resté seul super longtemps. Alors, il y a des spécialistes ailleurs. J'ai des camarades chez BFM et ailleurs qui font très bien leur job. Mais je suis assez surpris de voir que il y a un décalage entre ce que tu vois à la télé et ce qui est l'intérêt des gens. Parce que quand tu y réfléchis vraiment, sur les 10 ou 15 ou 20 dernières années, qu'est-ce qui a changé ta vie? La politique? Non. Enfin, en bien, je veux dire. Les relations internationales? Pas forcément. L'économie? Ça se discute. Alors que la technologie est un truc qui a impacté tout le monde, partout, au quotidien, dans ta poche, chez toi, dans ta voiture, au bureau. Donc il y a 1000 histoires à raconter, quoi. Et est-ce que tu as le sentiment que ça fait partie de cette passion qui t'anime, d'être dans cet environnement qui change tout le temps, et qui a un impact global indéniable? Mais bien sûr, c'est l'autre intérêt, c'est justement que ça change tout le temps. Et c'est intéressant avec en plus des grandes vagues qui sont soit des vagues technologiques, soit des vagues économiques. On voit bien que, tu vois, au début des années 2000, on était encore face à l'époque, les géants, c'était Microsoft, tout ça. Enfin, Microsoft, c'est toujours un géant. Après, il y a vraiment eu la vague des startups. Aujourd'hui, on a l'impression que la vague des startups freine un tout petit peu parce que les investissements freinent, et puis parce que on est face à des acteurs installés où tout à coup c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher de trouver l'idée, l'application, le service qui tout à coup va révolutionner son petit bout du gâteau économique. Donc tout à coup, il y a plutôt un avantage aux acteurs établis. On est un peu revenu à la situation des années 90, mais il y aura d'autres cycles. Ce que je dis souvent, c'est les plus anciens se souviennent qu'au début, on a eu Yahoo, après on a eu AltaVista, et quand on a vu AltaVista, on a dit c'est génial, putain. Eux, c'est bon, ils vont être là jusqu'à la fin des temps. Et puis après, il y a eu Google. On n'arrive pas à se projeter dans un avenir post-Facebook ou post-Google. Pourtant, il arrivera bien, probablement, un jour. Alors eux ou d'autres, mais on est là aujourd'hui dans une situation où on n'imagine pas que les choses changent. Est-ce que c'est intéressant en plus presque comme exercice de se dire c'est quoi un monde post-Apple?
Ouais. Je te laisse réfléchir. On reparle dans 3 semaines. Pour préparer cet entretien, je suis allé fouiller dans les bas-fonds du web. Tant que t'as pas trouvé les cassettes de mes premiers plateaux à LCI, tout va bien. On va rester copains. Non, écoute, je suis allé écouter un podcast qui s'appelle Les Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, pardon. De mon ami Patrick Béja. Ouais. Exactement. Lequel tu interviens assez régulièrement à côté de Jeff Clavier et plusieurs autres figures de l'écosystème. Et en janvier 2011... Là, j'ai très très peur. Là, ça y est. Tu sautes sur Patrick qui te lit une note américaine qui dit que... Enfin, c'est un analyste américain. Enfin, la question était qui d'Apple ou Facebook sera le premier à valoir 1000 milliards de dollars ? Et tu éclates de rire en disant « Mais mon Dieu, la seule question à se poser, c'est qu'a fumé la personne ?» ou... Enfin, voilà. Bon, quelques années plus tard, on arrive à une situation... L'inflation, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'accord. Okay. Alors, lequel des deux sera le premier, tu penses, à le franchir ? C'est une bonne question parce qu'ils sont tous les deux dans une situation qui n'est pas récessive, mais où la croissance est forcément récessive parce que les courbes ne montent pas au ciel. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle situation... ils sont dans la situation exactement de Microsoft à la fin des années 90. Tu vois, c'est-à-dire maître du monde, mais alors maintenant, il faut coloniser Mars pour continuer la croissance. Et alors, Microsoft a trouvé des solutions, etc. C'est à leur tour de trouver des solutions. Mais c'est difficile. Quand ça y est, t'es Apple et t'as fait beaucoup de croissance d'abord... en t'installant partout, c'est-à-dire d'un coup en disant on va ouvrir le marché chinois et c'est ça notre relais de croissance. Une fois que c'est fait, bah voilà, il faut que tu trouves d'autres choses, soit créer de nouveaux produits, soit créer de nouveaux services. Ils l'ont fait parce que maintenant aujourd'hui les services par exemple et les contenus chez Apple sont un vrai business qui fait rentrer énormément d'argent. Alors qu'à la base c'était des trucs pour fidéliser les clients, etc. Facebook pareil, même s'il leur reste encore des grosses poches d'expansion possibles. Le premier des deux a passé, honnêtement. J'ai envie de dire Apple. Ouais. Parce qu'on a toujours envie de croire qu'Apple a dans les cartons le prochain truc qui vraiment va nous faire rêver. Mais c'est-à-dire que sinon, c'est inexcusable. Tu peux pas avoir cette richesse de ton expérience, un argent infini qui te permet d'investir tout ce que tu veux. De racheter le Canada et le Royaume-Uni, c'est ça ? Non, mais de racheter Netflix et Tesla si tu as envie. Ouais. Même si c'est pas une bonne idée. Ça fera l'objet d'une autre émission. Ouais. En ce moment, je suis pas évidemment, mais on n'est pas seul. J'ai rien découvert. Je suis passionné par Elon Musk. Par Elon Musk. Oui. Tu vois le garçon qui fait des voitures, des fusées, vaguement. Tout ça. Vaguement. Et d'abord par sa capacité de travail, d'invention, et puis son côté joueur maladif. C'est le type qui gagne à la roulette et qui dit je remets tout sur le rouge. J'ai regagné, je remets tout sur le rouge encore. Tu te dis que mathématiquement un jour ça passe plus, mais dans son cas ça passe. Moi j'ai une chronique là sur lci.fr où ça s'appelle l'envoyé du futur. Parce que forcément le seul moyen de gagner à tous les coups c'est de savoir quelle est la fin du jeu. Donc j'imagine dans cette chronique que Elon Musk est un envoyé du futur qui nous montre la voie. Et que un jour il aura tort sur quelque chose, mais jusque-là il s'en sort pas mal. Très bien. Bah écoute, je pense que c'est un peu la quintessence du Doers, donc si tu as son contact, on prend pour l'inviter ici. Peut-être pendant l'été. Tu sais que son agenda est organisé en tranches de 5 minutes, donc il faudra que tu fasses court. Ah ouais, il va falloir faire très très court. Dernier petit point, est-ce que tu as le sentiment, avec toutes ces évolutions technologiques, que ta passion est toujours la même, qu'elle grandit, est-ce que tu as l'impression que ça nourrit ta passion pour cet écosystème global, ou est-ce que tu commences à être un peu lassé ? Il y a des choses dont on se lasse. C'est-à-dire que quand c'est naissant et que tu es dans un truc qui est absolument débordant à la fois d'inventivité et d'enthousiasme, c'est génial parce qu'il se passe 1000 choses partout. Et puis en plus, tu es encore dans une position où il faut que tu fasses un peu de l'évangélisation, en disant à tout le monde, les gens qui ne regardent pas ça de très près, en disant « mais c'est super important, regardez, le monde de demain se dessine devant vous ». Ce qui est désagréable, c'est quand tout à coup l'écosystème s'auto-alimente de bullshit. Tu vois, quand ça devient un club de gens qui se tapent dans le dos, c'est moins intéressant. Et ça arrive d'ailleurs souvent à des moments où l'innovation est moins marquante, moins impactante ou moins intéressante. C'est à mon sens, ce qu'on commence à voir se passer dans la Silicon Valley. Où moi je me souviens il y a quelques années j'allais dans les incubateurs et j'avais des étoiles dans les yeux devant ce que je découvrais, et les quelques fois où j'y suis allé encore récemment,
tu vois 40 boîtes dans un incubateur, il n'y a pas un truc qui sort du lot. Il y a voilà, des feature companies, tu dis, mais enfin, tu t'attendais à mieux, tu vois. Je suis à San Francisco, vous êtes un incubateur connu et marquant, vous avez 40 boîtes en ce moment, il n'y a rien. Mais c'est normal, c'est cyclique, il faut attendre la prochaine vague. Donc ta passion, elle fonctionne sur le même principe, t'attends la prochaine vague? Ouais, je pense. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Cédric. C'est un plaisir. C'était super intéressant. La prochaine fois, on fera ça chez toi, à Valence. C'est ça. Parce qu'il fait -3, hein, on vous le dit comme ça. Ça se voit pas à la télé. Vous voyez la vapeur d'eau. C'est ça, écoute. Merci d'avoir affronté ça. C'est un plaisir. Merci beaucoup.